Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans le Café des Libraires, ce Café des Libraires qui vous donne envie de poursuivre la rencontre des auteurs à travers leurs livres. En tout cas, c'est le but recherché. Alors, j'accueille pour animer ce plateau Béatrice Leroux. Bonsoir Béatrice, qui est une fidèle du Festival América, qui travaille pour la librairie Les Traversées, en bas de la rue Mouffetard, oui, c'est ça, exact. Dans le 5e arrondissement. Je crois que c'est même rue de Gris-Paris. Non, Édouard Quenu. Non, c'est rue Broca, c'est à côté de la rue Broca. Et on pense à... Tu dis ça à une Bretonne qui connaît pas bien Paris. Je sais, mais moi aussi, je le suis. Oui, alors, oui, c'est ça, c'est pour ça qu'elle pense à Gris-Paris, Maët. Alors, nous allons commencer un plateau qui s'intitule « Noir, mais pas trop ». Déjà, il y a une ambiguïté là-dedans. Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Les trois romanciers qui interrogent la capacité à se sentir en paix dans un monde où tout ramène à une identité dite noire. Alors, avec nous sur le plateau, Brandon Taylor pour Real Life, paru aux éditions La Croisée. Brandon Taylor, qui sera traduit par Arnaud Prêtre, qui est un interprète professionnel, un fidèle d'América, et il vient de Bruxelles pour animer les débats. Bravo, merci. On peut tous les applaudir, ils sont tous formidables. À côté de lui, à côté de Brandon, il y a Dominique Chevalier, que vous connaissez, c'est elle qui organise tout le planning des interprètes, et c'est pas un mince travail, surtout quand il y en a qui ont la Covid au dernier moment, par exemple. Non, mais vas-y, tu parles dedans, il va l'ouvrir. Ah non, Guillaume, t'es là. Guillaume, le monsieur qui s'occupe du son est derrière Dominique, ça m'inquiète un peu. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ah bon, d'accord, mais ça marche, Dominique, tu peux y aller. Non, ça marche pas, Dominique. Tu attends que Guillaume regagne sa place et le pauvre, il a un petit peu de chemin à faire, un petit slalom. Voilà, on peut admirer son élégance, son énergie. Merci, Guillaume. Voilà, ça doit marcher maintenant. Voilà, je voulais simplement dire que cette année, nous avons 55 interprètes et qu'il a fallu donc créer 55 emplois du temps et puis que, ma foi, la Covid, de temps en temps, en décime quelques-uns et qu'il faut parer au plus pressé. Et je voulais, si tu me laisses une seconde... au contraire. Je voulais vraiment rendre hommage aux interprètes. Vous savez, c'est des gens courageux. On leur téléphone et en cas d'urgence, ils disent « Bon, allez, j'en prends deux sur le même plateau ». Et je voulais signaler aussi que Arnaud vient de Bruxelles, il y en a des qui viennent de Marseille, de toute la France, de toutes les institutions, etc. Ils quittent un travail extrêmement exigeant et difficile et ils nous offrent leur travail pendant ces 2 jours pour l'amour de la littérature, pour l'amour du festival, pour l'amour des auteurs, pour votre amour. Donc c'est vraiment des gens qui méritent qu'on leur rende hommage. Absolument. Bravo à eux. Et donc là, tu vas interpréter Matteo Ascaripour dans un instant. Et puis, je voulais présenter aussi Jason Mott, qui est à côté de Matteo et qui va être interprété par une fidèle aussi du festival, même si vous n'étiez pas là en 2018, Anne-Laure Tissu. Vous êtes universitaire, traductrice professionnelle, interprète aguerrie et fidèle, vous aussi, à ce festival où tout le monde attend de plaisir à revenir. Alors, un mot sur chacun des auteurs. Brandon Taylor est né en Alabama. Real Life est son premier roman, publié en 2020. Il a rencontré un très très grand succès critique et public. Il a été finaliste du Man Booker Prize. Il est traduit dans plus de 10 pays et en cours d'adaptation cinématographique. Je ne sais pas trop où ça en est, ça. Il nous le dira peut-être. Brandon Taylor vit aujourd'hui à New York, si mes informations sont bonnes. Et donc, nous allons parler de ce livre, Real Life, paru aux éditions La Croisée en août 22 et traduit par Héloïse Esquier. Donc, Matteo Ascaripour est né à Long Island, d'une mère d'origine jamaïcaine et d'un père iranien. Très jeune, il a commencé à travailler dans des start-up et des call centers. Révélé par Buck et moi, il vit aujourd'hui à Brooklyn. Il prépare un 2e roman, je crois.
Et il collabore à différentes revues. Donc, il va être interprété par Dominique Chevalier. Et là, il milite aussi. Alors, je l'ai lu quelque part, je pense que c'est vrai. Vous militez en faveur de l'intégration des minorités dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Parce que quelquefois, on lit des choses qui ne sont pas forcément exactes. C'était vrai. C'était exact. Bon. Et donc, on va parler de Buck et moi, paru chez Buchet-Chastel en mars 2022 et qui a été traduit par Stéphane Roch. Et puis, Jason Mott, qui est romancier et poète, diplômé de littérature et de poésie de l'Université de Caroline du Nord. Et il est l'auteur de 3 romans, Les Revenants, et puis, alors attendez, j'y suis perdue. Son premier roman, Les Revenants, voilà, est devenu un grand succès, a été un grand succès, est devenu une série qui elle aussi a eu beaucoup de succès. Voilà, et il a reçu le National Book Award en 2021. Il dira peut-être l'importance de la poésie sur l'écriture. Alors, je ne sais pas si tu poseras la question, Béatrice, mais le titre du livre en anglais n'est pas du tout le même titre et c'est intéressant peut-être de le faire expliquer cela. Voilà, Béatrice, je te laisse opérer. Justement, on va commencer avec Jason Mott, ça va être plus simple. Donc, nous sommes avec un écrivain qui pourrait être Jason, qui est en tournée pour son dernier livre qui s'appelle Hell of the Book et qui voit apparaître un petit garçon très noir à côté de lui qui est surnommé Charbon. Et ce gamin est plutôt invisible. Il n'y a que l'auteur qui le voit et ce gamin va le suivre tout le temps. Et il faut savoir que cet enfant, ce qui est raconté dans la première scène, c'est que ses parents vont lui apprendre à être invisible. Invisible, et pourquoi, justement? Et donc, ce que je voulais savoir en premier, c'est, savez-vous pourquoi le titre en français est aussi long et n'a pas été repris parce que vous avez un titre très Je crois que je ne l'ai pas dit, le titre. J'ai dit le titre? Je l'ai dit, en français, ça s'appelle l'enfant qui voulait disparaître. Et en anglais, c'est Hell of a Book. Et en français, c'est même l'enfant qui voulait disparaître ou les aventures absolument véritables d'un gamin qui fonce la tête la première, né et élevé en Amérique, la tête emplie de rêves et à la fin pleine de désillusions. Ça, c'est un boulot pour les libraires quand on vient nous voir en disant c'est un titre très long. Et paru chez Autrement. Est-ce que c'est contrariant pour vous qu'on ait choisi un autre titre? No, it doesn't upset me at all. No. I think they did a very wonderful job with the title. I like the way that they translated to focus on the disappearing of the kid and the way that was one of the core tenets of the novel, was this desire to disappear from the American eye, so to speak. And that longer, fun title was one that I wanted to have added into the book. So they did a terrific job. That's perfect. Dans votre roman, il y a... pardon. Oui, pardon. Pas du tout. Puisque justement, ce phénomène de la disparition, il est absolument au cœur du roman. L'idée de ce personnage noir qui veut disparaître de l'œil américain. Et en plus de ça, le titre français est très drôle, donc ça correspond tout à fait à l'esprit que je souhaitais. Tant mieux. Dans votre roman, il y a beaucoup d'humour. Et je voulais savoir si vous, dans votre vie, à la limite, depuis que vous êtes petit, est-ce que l'humour vous a sauvé de certaines situations un peu compromettantes, un peu délicates, et entre autres, malheureusement, à cause de la couleur de votre peau? Yeah, I think for me, humor became a defense mechanism very early on. I was a kid who grew up being bullied a lot, and in the beginning, I kind of just took it and didn't have humor as a way of escape. But then a little bit, as I grew older, I learned to use my wit as part of my defense. And so when people tried to bully me, I would basically outsmart them and outwit them and make the jokes funnier about them. And so humor became a very great defense mechanism on that plateau. But then as I grew older and encountered more of kind of what America is and how America interacts with people who look like me, humor became a bit of a therapy device, a way of, I mean, life is a very absurd kind of existence. You're either crying or you have to laugh. And so I've learned to laugh at certain things just to keep from crying sometimes.
Oui, absolument. L'humour a été souvent pour moi un mécanisme de défense. Quand j'étais petit, je me faisais souvent maltraiter par les autres gamins et grâce à mes mots d'esprit, à une surenchère d'humour, j'arrivais à avoir le dessus. Au fil des ans, l'humour est devenu une véritable thérapie. Nous menons des vies parfois absurdes. On hésite entre rire ou pleurer. Moi, je choisis de rire. Ce que je voulais savoir également, c'est en quoi la violence de la vie quotidienne pour les gens de couleur, pour les gens noirs aux États-Unis, est-elle un sujet de roman? Est-ce que c'est un sujet un sujet un peu sérieux, plus que léger? En quoi c'est important comme sujet? So I think the topic is obviously a very serious topic. You know, the violence met by Black Americans is a very serious thing. And there are countless authors who have approached this topic from a very serious standpoint. I always tell people there is nothing new in Hell of a Book. I have said nothing new. I just said it in a way that is different from the way that James Baldwin and Toni Morrison and so many others have said it. That was simply my goal, was not to say anything new because they've all said it far better than I can. But I had to find a way of discussing this topic through my lens. And my lens is not the way that they do it. My lens is using comedy to balance the sadness. So that was why the humor becomes a part of it, because at some point in your life, you've had so much kind of sadness. You had so many traumatic moments. You've seen so many traumatic news reports. You have to laugh about it. It just has to happen. And I wanted to reflect that in the novel. C'est à l'évidence un sujet extrêmement sérieux et d'innombrables écrivains s'en sont emparés pour le traiter. Il n'y a rien de neuf dans Hell of a Book, dans mon roman. Simplement, j'aborde ce sujet de manière différente. Et c'était mon propos dès le départ. Parler de ce que James Baldwin, ce que Toni Morrison ont décrit autrement mieux que moi, simplement le dire différemment à travers mon regard. Adopter la comédie, le mode de la comédie pour traiter ce sujet d'une gravité extrême. Et on arrive à un stade dans la vie où on ne peut plus que rire de ces situations pathétiques. La première scène qui est bouleversante, qui est vraiment une très belle façon de commencer le roman. On voit comment ce petit garçon est en train de se rendre invisible. Ses parents lui apprennent à se rendre invisible et c'est comme un jeu. Et ce que je voulais savoir, c'est si cette scène vous était venue rapidement, si vous avez hésité à la mettre au tout début, parce que je trouve que c'est vraiment une très belle entrée dans cette histoire. Une belle façon, en tous les cas, de rentrer dans l'histoire. Yeah, the scene came to me about halfway through the process of writing the novel, and I knew that I wanted it to be the opening because I wanted the novel to begin with a soft moment, because I felt that would balance the chaotic moment that was immediately going to come behind it. The very next scene in the book has this author running naked through a hallway, and it becomes very comedic, but I didn't want to open on that because that's not, as funny as that moment is, that's not the core of the novel. The core of the novel is parents trying to find a way to protect their child from the future in America. So I had to open by planting that seed of these are the lengths to which these parents are willing to go to try to find some form of safety for their child. And so that became the vital way to start the story. Oui, la scène, elle m'est apparue à peu près à mi-chemin du processus d'écriture. Et aussitôt, je voulais que ce soit le début du roman. Un moment de tendresse, puisque immédiatement après, on est plongé dans le chaos d'un écrivain qui court tout nu à travers les couloirs d'un hôtel. Mais ça n'est pas le cœur du roman. Le cœur du roman, c'est vraiment trouver un moyen de protéger cet enfant contre la violence dont il va être victime en tant qu'enfant noir. Donc comment ménager pour cet enfant un lieu de sécurité, un moyen de survie. Et l'humour est très présent dans le livre, dès le début aussi, dans ce fameux premier chapitre. La description, par exemple, une description. L'homme est longiligne, avec de grands yeux et un corps frêle tout en longueur, qui lui a valu le surnom de « nègre le plus maigre vivant ».
Lorsqu'il était encore enfant, ce sobriquet lui a collé à la peau pendant des années, de l'enfance à l'âge adulte, et comme il n'a jamais réussi à combler sa maigreur quasi mythique, il s'est résolu à ne plus porter que des habits à manches longues, car l'air qui passe à l'intérieur des vêtements a tendance à le faire passer pour plus solide qu'il n'est. En tout cas, il en est persuadé. Le père aussi, il essaye de pas trop se montrer. Je pense qu'on va passer. J'ai plein d'autres questions, mais je pense qu'on va passer. On peut peut-être quand même juste venir sur le style, l'écriture est très belle. Et là, j'avais envie de poser cette question parce que vous écrivez de la poésie aussi, et je crois que vous dites quelque part que cette poésie vous a beaucoup aidé dans l'écriture des romans aussi. Vous nous expliquez pourquoi? Yeah, poetry sharpened my fiction in ways that I never expected. Because I have a master's degree in poetry, so I spent about 3 or 4 years really focusing on nothing but poetry. I stopped fiction altogether for about 3 or 4 years and just focused hard on it. And before that time period, my writing was very long-winded. It just meandered. I had trouble creating small images. I had trouble knowing when to condense things. And after my time focusing on poetry, because poetry is so efficient and so economical and so sharp in what it does, when I returned to fiction, what used to take me an entire page to say, I could do now in about 4 or 5 sentences. If I needed to evoke an image to summarize an entire chapter, I had the tools to do that because that is exactly what poetry does. So poetry gave my fiction a crispness and an efficiency that it never had before. Juste une dernière question. Pardon. Absolument. La traduction. Absolument, je vais aller vite. La poésie a rendu l'écriture de mes romans beaucoup plus affûtée. J'ai interrompu l'écriture des romans pendant 3 ou 4 ans pour obtenir un master en poésie. Et alors que ma prose auparavant suivait de longs méandres, elle est devenue beaucoup plus dense, beaucoup plus incisive. Je pouvais désormais en 4 ou 5 phrases exprimer ce qu'il m'aurait fallu une page auparavant pour écrire. Donc j'ai vraiment été dotée ainsi des moyens qui ont donné à ma prose sa densité, son efficacité. Ta dernière Juste, question. voilà, la dernière question, c'était par rapport aux scènes, lorsque l'auteur va dans des festivals ou dans des librairies, il est face à son public et il y a des scènes très drôles, des réflexions qu'on lui fait. Et je voulais savoir si c'est votre expérience que vous racontez. Yes, a lot of that comes from my own experience. I've been touring for like 10 years of promoting books and traveling. And so I've got a lot of very embarrassing, funny, strange stories. Some of them in the book are actually true. Others are just stretched out a little bit. And I never answer the question if I ran naked down a hallway. I never answer that question. So don't even ask. Absolument, ça vient de mon expérience. 10 ans de tournée pour mes livres m'ont confrontée à des scènes très drôles, parfois très embarrassantes. Donc, pour la plupart d'entre elles, je les ai vécues, j'ai brodé un petit peu autour d'autres et ne me posez pas la question de savoir si c'est moi qui cours nue dans les couloirs d'hôtel parce que je ne réponds jamais. On imagine que oui. Ou un ami, peut-être un de ses amis tout simplement. Alors on enchaîne, Béatrice, si tu peux reprendre ton sérieux. Ah mon Dieu. Alors, on va quand même continuer avec Buck. Buck et moi. Buck et moi est l'histoire de... Comment il s'appelle? Darren. Darren, qui a 22 ans, qui est majeur de sa promotion, mais Darren, finalement, travaille dans un Starbucks, hein, on le dit, d'où son surnom après de Buck. Et il est majeur de sa promotion, mais il décide que finalement, il va rester dans ce café. Et il est même écrit à un moment qu'il gâche sa vie à bosser dans ce foutu café. Donc ça, il nous expliquera peut-être pourquoi. Et un jour, à la suite d'un pari, il va faire changer. Il y a un habitué qui vient et qui prend toujours la même boisson. Et un jour, il va réussir à le faire changer de boisson. Et il se trouve que cet homme
est un jeune loup, il est à la tête d'une start-up, il repère ce serveur et il va l'embaucher. Il va l'embaucher dans cette start-up. Et à partir de là, évidemment, la vie de Darren va changer. Au début, pour quelque chose de bien, et ça va être... Dis pas la fin. Hein. Non, je dis pas, mais bon, on a quelques petites scènes quand même très particulières. Et surtout, la particularité de Darren dans cette start-up, c'est qu'il est le seul noir. Donc évidemment, ça va avoir des incidences. Donc on aura compris que c'est plutôt autobiographique. Hein, c'est ça? Il marche. Qu'est-ce qui est autobiographique? Starbucks? Bonjour Paris. Ok, je suis prêt. First of all, don't let Jason lie. We both ran naked through the hotel last night together. So, if any of you saw us, that was us. Alors, déjà pour commencer, ne laissez pas Jason dire des mensonges. Les deux qui couraient nus dans les couloirs hier soir, c'était nous. This is usually the first question. Is it autobiographical? Because as you saw in my biography, I've worked at a startup. I was a young person in sales. I've never worked at Starbucks, but I worked in the same building that the book is set. Maybe you want to translate? Yeah, sure. Alors évidemment, c'est toujours la question qu'on me pose en premier, parce que si on lit ma biographie, on sait que quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé comme commercial dans une start-up. Alors j'ai jamais travaillé à Starbucks, mais j'ai travaillé dans le même building que celui qui est décrit dans le livre. But it's hard to answer because when the book first came out, I thought that the question was sort of funny, so I would make up percentages. I would say 29.2% of it is real. And then in my next interview, I would say 35.4%. And then when I was interviewed by a man on the radio, he said, I've seen your other interviews, don't lie to me. But the truth is that it's hard to say. I did not have to do research for what it meant to be a black man in America. I didn't have to do research for what it meant to work in sales. I did not have to do research for what it meant to work at a startup because I lived it. Now, not everything is a one-by-one point of my own history. Of course, it's fiction. There were things that were made up. But I can say 100% of everything that these characters have felt, I had to have felt those things myself at one point to make it feel real and true in the book. Alors, comme c'est la première question qu'on me pose, évidemment, la première fois, je m'amusais à me faire des pourcentages et à dire, par exemple, à l'un, il y a 29,2% qui est de l'histoire qui est autobiographique. Et puis de dire à un autre, il y a 35,5% qui est autobiographique. Et puis après, il y a un type qui m'a interviewé à la radio et qui m'a dit, bon, j'ai entendu ce que vous avez dit sur les autres plateaux, alors vous ne me mentez pas. Bon. Alors, il est vrai que je n'ai pas eu besoin de faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire qu'être noir en Amérique. C'est vrai que je n'ai pas eu besoin de faire de recherches pour savoir ce que ça veut dire qu'être un commercial. C'est vrai que je n'ai pas eu besoin de faire de recherches pour savoir ce que c'est que travailler dans une start-up. Parce que 100% de ce qui est ressenti dans le livre par les personnages, c'est quelque chose que moi, j'avais dû vivre et ressentir pour pouvoir l'écrire et que ce soit quelque chose d'authentique. À partir de là, le reste est inventé, c'est de la fiction, c'est pas ma vie. Votre roman est un peu sur le rêve américain, c'est-à-dire qu'on part de serveur dans un Starbucks et puis on termine dans une start-up. Et puis on commence, on est un serveur et puis après on devient écrivain, on est salué par la critique et puis on termine au Festival américain. Ou du moins on est invité. Est-ce que c'est ça le rêve américain? Il termine pas, j'espère. Mais non, il est invité, c'est le début. Ça dépend. I mean, for some people, it's hell. Not this, right? But we see in the book that Darren, without any spoilers, goes from working at Starbucks to then working in this organization where his life is extremely hard. There's many people who read it who say, Mateo, why was Darren wasting his life at the Starbucks if he was so smart? But then I say, be careful of the dreams that you chase because sometimes they can turn into a nightmare right before your eyes, with your eyes open, rather than sleeping, right?
Oui, alors, bon, le rêve américain si on veut, mais pour certains, c'est véritablement un cauchemar. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Mathéo, pourquoi est-ce que si Darren devait être serveur dans un Starbucks, pourquoi tu l'as rendu si intelligent? Et moi je dis, attention, attention aux rêves que vous voulez à tout prix poursuivre. Ces rêves, ils peuvent virer au cauchemar. So, in terms of his life and chasing the American dream, what I wanted to call into question is what does it mean to be successful in America and in the world? Does it mean working at a Starbucks and having the love of your mother, your partner, and your best friends and feeling important? Or does it mean having to go through hell in order to make $100,000 and potentially lose yourself? Because whenever we chase anything, especially in the States, especially in the Western Hemisphere, a form of success, we have to pay a cost. And sometimes that cost is higher for others than it is for some. Alors, ce rêve américain, il est souvent lié au succès et au succès financier. Mais la question se pose, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être serveur à Starbucks et avoir l'amour de sa femme, l'amour de sa compagne, être heureux avec ses amis? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il faut traverser l'enfer pour faire de l'argent? Et au final, en Amérique et dans tout le monde occidental, réussir a un prix qui coûte parfois plus cher que le rêve qu'on a voulu poursuivre au départ. The last thing I'll say is, for my story, I'm very happy to be here. I had the soft-boiled egg and I didn't get sick, so I'm happy. Voilà, pour ce qui me concerne, je suis extrêmement heureux. J'ai mangé un œuf à la coque, j'ai pas été malade, tout va bien. Et Mathéo, dans votre livre aussi, il y a des moments où vous vous adressez directement au lecteur. Vous interpellez le lecteur. C'est drôle, par exemple, ça donne lecteur. Un bon vendeur sait ce qu'il est, mais ce n'est qu'une donnée du problème. Un vendeur d'exception sait ce qu'il est, mais aussi ce qu'il n'est pas. C'est cucu, mais c'est vrai. Voilà, pourquoi avoir choisi de s'adresser comme ça de temps en temps au lecteur, directement? That's why I wanted to do it. Well, I wanted this book to feel like a sales manual or like a self-help book. So if you've read them, you know that sometimes there's very direct type of advice. It almost feels as though they're screaming at you. You know, wake up at 4 a.m., eat 5 eggs, run 10 miles, and then you too will own a Mercedes or something like that. I wanted the book to feel like that a little bit, and I was thinking as I was writing, after the third draft, what are some sales manuals I was given when I first became a salesperson? And I thought about these books that were handed to me, and they all had these direct addresses. It was if they were speaking to the reader. So for me, I thought that it would be a fun way to engage the reader. It would keep the book interesting for me, but I didn't know that it was anything so experimental. But I found that readers say they either fall into two camps. One group says they really, really liked it, and it kept them engaged, and it felt as though a friend was speaking with them. And another group says that it was more of a distraction that took them out of the narrative. I can't be the right one to say which is proper or which isn't. I felt as though it was a great way to connect with people, though. Alors, s'adresser comme ça directement au lecteur, c'est ce qu'on trouve toujours dans les manuels de vente. Hein, les manuels où on vous apprend comment vendre, vous s'adresse directement. Ou bien quand vous avez ces manuels pour vous améliorer, ces manuels de coaching pour devenir meilleur, etc. On vous dit directement, allez, levez-vous à 4 heures, mangez 5 œufs à la suite, courez pendant 10 miles, etc. Et on vous incite de manière tout à fait violente même, hein, à faire des choses. Donc ce que je voulais, c'était donner l'impression dans le livre aussi qu'on retrouvait cette idée du manuel de vente. Et alors, quand j'en étais à la 3e mouture pour écrire mon roman, c'est là que je me suis rappelé les livres et les manuels qu'on m'avait donnés quand je suis devenue commerciale pour apprendre à comment faire des ventes. Et donc cette approche directe, je me suis dit que ça allait être intéressant pour le lecteur, que ça allait probablement l'engager davantage dans le livre. Et alors c'est intéressant parce que je ne me rendais pas compte que c'était un truc aussi expérimental. Et il y a vraiment 2 groupes parmi les lecteurs. Il y a ceux qui disent qu'effectivement, ça les fait rentrer encore davantage dans l'histoire. Et puis, il y a ceux qui disent, au contraire, bon, ben, finalement, c'est une distraction totale. Moi, ça me gêne par rapport au thème principal. Donc, je ne peux pas dire ce qui était le mieux.
En Mais tout voilà. cas, moi j'aime bien. Si je Une peux me permettre, originalité. si je peux me permettre, c'est pas si expérimental que ça. Hein. Je veux dire, Reader, I married him. Non, c'est arrivé, Jane Eyre. bien sûr. Oui. Non, mais c'est bien. Ouais. Ouais. Alors, on passe On passe à à Brandon Taylor. Oui, it's your turn. Merci. Brandon qui était finaliste il a été, Du le Man livre a Booker été Prize. très Ouais. aimé par les libraires de pages aussi, très aimé. Ouais. Well, I appreciate them too. They're wonderful. Et avant que je résume, où en êtes-vous de l'adaptation? Où en est-on de l'adaptation du roman? Ouais, on va commencer soon, I hope. I turn in my last draft very soon. Bien, donc moi aussi, j'aime les libraires, ça tombe bien. Et quant à l'adaptation du roman, eh bien, j'en suis à la dernière mouture, donc j'espère qu'on va bientôt commencer. Donc là, dans Real Life, nous sommes avec Wallace, qui est un étudiant pauvre, homosexuel et noir, à l'université du Midwest. Il est étudiant en biochimie. Et un jour, il y a une expérience, et une expérience qui tourne mal. Et un peu pour changer les idées, je pense, il décide d'aller passer le week-end avec des amis, plus des copains d'université. On pense que ce sont des amis, mais finalement, la vie prouve que peut-être pas. Et il va passer le week-end au bord du lac, et ça va être le début de questionnements, de conflits, peut-être d'un début d'histoire d'amour. Mais on sent que Wallace, de toute façon, il est en conflit permanent avec son histoire de famille, avec sa sexualité, avec son orientation même universitaire, ses origines. Il ne parle plus à son père. Bon, le père est mort, le père vient de mourir, mais en même temps, il ne lui parlait plus. Bon, en bref, quoi, sa vie est bien compliquée. C'est ça, finalement. Et est-ce que c'est ça, real life? Je voulais savoir ce que voulait dire real life pour vous. Oui, je pense, j'imagine que when I started the novel, I was asked by people at parties like what this novel I was working on was called. And at first I was like, I'm going to call it Cruelty because it's about cruelty between friends. And my friends were like, no, you can't call it that. Call it something, literally anything else. And my roommate at the time, he was like, well, what is it about? And I was like, well, it's about like real life. Like it's about like, you know, how the life in grad school isn't like real. And he's like, well, just call it that. Call it real life, simply that. And I was like, good idea. It's better than cruelty. And so it is real life because that's sort of what it's about, I think. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce roman, on me demandait, quand j'allais à des fêtes, mais quel est le titre de ce roman auquel tu travailles? Et je répondais en général, c'est Cruauté. Voilà, c'est parce que ça parle de la cruauté entre amis. Et à chaque fois, la réaction, c'était non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas appeler ton roman Cruauté. Et tout ce que tu veux d'autre, mais pas ça. Et donc, j'en ai discuté avec mon colocataire qui me demandait, bon, de quoi s'agit-il dans ton roman? Et je lui dis, il s'agit de la vraie vie, real life. Et en effet, de cette tension qu'il y a entre la vraie vie et la vie en tant que doctorant. Et donc, il m'a dit, bah, c'est tout simple, voilà ton titre, Real Life. D'ailleurs, vous écrivez à un moment, peut-être que l'amitié n'est rien d'autre que de la cruauté maîtrisée. Et j'ai trouvé ça un peu violent, mais je me suis dit que finalement, parce qu'on est amis, mais de temps en temps, on a envie d'être un peu méchant et on se dit, bon, c'est mon ami, donc je ne le suis pas. Well, I mean, friendship can be full of odd turns and curious brutalities, I think. And, you know, some of my closest friends in the world have been the people who have hurt me the deepest and the most. And I feel that intimacy is not always an invitation to violence, but it does require a certain amount of vulnerability. And I feel that inherent in vulnerability
is a risk of being harmed and doing harm to others. And so for me, friendship is always, you know, it's always like playing Russian roulette, like you never know which chamber the bullet's in. Oui, l'amitié, cela peut suivre toutes sortes d'itinéraires et parfois on est vraiment très surpris. Par exemple, un de mes meilleurs amis ou une de mes meilleures amies est aussi la personne qui m'a fait le plus mal. L'amitié, c'est aussi une question d'intimité. Alors l'intimité, ce n'est pas toujours une invitation à la violence, mais en tous les cas, cela crée une situation de vulnérabilité qui permet de faire mal ou d'être blessé. En fait, c'est un peu comme la roulette russe, on ne sait jamais exactement où est la balle et quand on se la prendra. Ça y est, j'ai oublié. Wallace. Wallace, un petit peu comme dans le roman de Jason Mott, on a l'impression qu'il essaye lui aussi d'être un peu invisible. C'est le seul étudiant noir, donc on sent que pendant ce week-end, il ne trouve pas sa place, il essaye de pas trop rentrer dans les conflits. Yeah, I think it's partly because Wallace is a desperately lonely person, but he wants to connect with others, but he doesn't know how. And so much of his coping strategies revolve around keeping other people at a distance. He's afraid to make confrontations. He's afraid to make waves because that's very much how Black people get killed, is sort of making oneself visible or making oneself available to the vicissitudes of the world. And so I think for Wallace, he's always trying to make himself smaller. And I think part of that is because I think for many people, the world requires that of you, that you sort of shrink yourself and that you give bits of yourself away until one day you wake up and you realize you've given it all. Oui, en fait, cela découle de la solitude extrême de Wallace. En fait, c'est quelqu'un qui veut entrer en relation avec les autres, mais il ne sait pas exactement comment s'y prendre. Et donc, il se retrouve dans cette sorte de distance qu'il maintient entre lui et les autres, qui est en fait un mécanisme pour se protéger. Et il évite la confrontation, ce qui est normal, parce que quand on cherche la confrontation, on risque d'être tué, tout simplement. Et donc, effectivement, il y a comme une tendance à l'invisibilité, aussi une manière de se rendre disponible aux vicissitudes du monde. C'est comme s'il essayait en fait de rapetisser. Et c'est un peu une situation générale. Le monde exige de nous qu'on trouve sa taille, qu'on rapetisse, et puis un jour on s'aperçoit qu'on est tellement petit qu'il ne reste plus rien. Et vous avez dit que c'était très important pour vous de placer ce roman aussi dans le campus universitaire. Vous dites que les années universitaires, comment est-ce que vous le dites, influent beaucoup sur le reste de la vie. Vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Yeah, I mean, I think that, you know, university life is one of the first times that many people come into contact with people who have had vastly different experiences than them, who come from different walks of life than them. And I think in some sense the campus novel is a relatively, you know, modern bourgeois phenomenon in literature, but I think in some respects it has been with us from the very beginning, right? Like Zola, Henry James, they're always writing about people who come from provincial or naive situations and they go into a place of education, be it a sentimental education, be it the horrors of naturalism, and they emerge on the other side changed. And so for me, the campus is just another site of transformation. And I think that the campus does that for many young people because, you know, they're for the first time encountering new people and having to figure out who they are in a new context. Oui, je pense en effet que la vie universitaire, c'est très souvent, en tous les cas pour beaucoup, la première fois que l'on rencontre des personnes qui viennent d'horizons très divers, qui ont fait des expériences complètement différentes. Alors effectivement, le roman qui se déroule sur un campus universitaire, c'est une forme de roman maintenant moderne, mais désormais classique, peut-être un peu bourgeoise, et on peut la faire remonter en fait à des auteurs comme Zola ou Henry James.
leurs héros, très souvent, sont des personnes provinciales, un peu naïves, et qui vont justement se rendre sur un endroit d'apprentissage, ou se placer dans des lieux d'apprentissage. Alors ça peut être l'éducation sentimentale, ça peut être d'autres types d'éducation, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va les transformer et qui va faire que de l'autre côté, ils ne seront plus les mêmes. Donc cette transformation par le campus universitaire, c'est quelque chose effectivement qui arrive à beaucoup de jeunes gens, de jeunes personnes, parce que c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes nouvelles, de savoir comment entrer en relation avec elles, de savoir qui on est. Est-ce que vous avez vous-même une formation scientifique? Parce qu'au début, vous allez découvrir que voilà, c'est dans un labo, que tout l'été, il a fait un élevage de nématodes. Nématodes, vous voyez ce que c'est, hein? Et que finalement, bon alors après c'est détaillé, hein, et que finalement cette expérience ratée va changer le cours de sa vie presque. Et c'est très intéressant. Ouais, dans une autre vie, j'étais une scientiste. Yes, I was a scientist for many years. I thought that's what I would do with my life, and so I was a biochemistry researcher. I studied nematodes and stem cells, and so much of the book is about that because I love the campus novel as a genre, but it's always about literature professors, and I was never a literature student, so I was like, someone should write one about scientists, and that should be me. Oui, alors effectivement, j'ai passé de nombreuses années à poursuivre des recherches scientifiques. Oui, j'ai été biochimiste. Oui, j'ai travaillé sur des nématodes et sur des cellules souches. Donc, effectivement, tout cela se retrouve en quantité certaine dans le roman. J'avais envie d'écrire un roman qui se déroule sur un campus, mais tous les romans qui se déroulent sur des campus ont pour héros des professeurs de littérature, chose que je n'ai pas étudiée. Donc je me suis dit, voilà, c'est mon tour, cette fois-ci, ce roman sur un campus, ce sera à propos d'un scientifique. Très bon choix, bravo. Et merci. est-ce que le prochain roman pourrait se passer en France? Parce que j'ai appris que vous parlez français, que vous comprenez le français, que vous avez fait des études, oui, et que vous êtes passionné de littérature française. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ouais. Et donc? Ouais, j'aime la France, bien sûr, mais ouais, je comprends français, je lis français, mais je parle français comme un petit gamin. C'est très difficile pour moi. My next book, not set in France, although I feel like I'm getting closer to setting a book in France. I love France. Very quickly, when I was very young, I was a young gay boy in Alabama, and the first queer culture I found was like made-for-TV French gay movies. And I watched them on YouTube religiously, and it turned me into a Francophile. And so for a long time, I thought that queer culture and French culture were the same. I mean, they kind of are. They kind of are, right? And so they felt, I don't know, like being here in France was a lifelong dream come true, and I'm just thrilled to be here. It's like little gay me in Alabama really never dreamed of this. It was amazing. Bon, alors je vais vous décevoir, mon prochain roman ne se déroulera probablement pas en France, mais quand même une petite anecdote par rapport à la France. Donc j'étais un jeune garçon en Alabama, et donc je regardais des films gays qui étaient français sur YouTube. Je les regardais religieusement, scrupuleusement, et donc évidemment ça m'a rendu francophile, au point que longtemps je n'ai pas compris que la culture queer et la culture française, c'était peut-être pas la même chose. Bon, maintenant, je suis ici en France, j'ai été invité au festival. C'est vraiment comme un rêve qui se réalise. Quand je pense au petit garçon que j'étais en Alabama, c'est vraiment merveilleux. Voilà, et ben, je crois qu'on va terminer là en vous remerciant, en vous donnant quand même un conseil. Arrêtez de courir dans les couloirs tout nus. Vous allez finir vraiment très très mal, à mon avis, en prison française. Ça va pas être très drôle. That was one time, and I think you should be allowed 3 times. C'est arrivé une fois et on devrait avoir le droit de le faire 3 fois.